Salut les gars, bienvenue sur cette 6e vidéo des stratégies relationnelles, la dernière de la série. Donc là aujourd'hui on va parler de dressage. Et pourquoi de dressage? Parce que le dressage intervient au moment où la communication n'est plus possible, où la communication ne passe plus. Et le dressage va être là quand on ne peut plus communiquer pour faire des expériences à l'autre et peut-être éventuellement créer un contexte dans lequel le changement peut être possible. Voilà. Et le dressage, c'est passer du langage verbal, qui est dans le cerveau néo-mammalien, si on prend le modèle du cerveau triunique de Backlin, dans le cerveau néo-mammalien, le cerveau le plus élaboré, et qu'on passe au cerveau primitif, au cerveau reptilien, au cerveau des instincts, de l'essai-erreur, qui permet de faire des expériences et de mettre en place des comportements. Alors, le dressage, en psychologie, c'est la théorie de l'apprentissage. La théorie de l'apprentissage, elle est élaborée par 3 auteurs principaux. Alors tout d'abord, Skinner, le conditionnement opérant. C'est l'apprentissage par rapport aux conséquences. Donc, on peut imaginer que si je mets la main sur la plaque électrique allumée, je vais me brûler. Et là, avec la douleur, je vais avoir une punition et je ne vais plus recommencer. Par contre, si je mange du chocolat, ça va être délicieux, ben, je vais vouloir en manger un autre. Et j'ai appris à manger du chocolat et à m'en délecter. Donc cet apprentissage par rapport aux conséquences, il permet d'être prévisible pour l'autre. Prévisible de quelle façon? En lui présentant des conséquences prévisibles et consistantes. Donc, ça consiste en quoi? Par exemple, si je refuse quelque chose, c'est ne pas céder à la pression. Si je refuse de prêter 10 balles, que l'autre me dit 5 fois s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et puis que la 5e fois je lui dis bon ok je te prête, quel message je lui envoie? Qu'est-ce que je lui apprends? Mais je suis en train de lui apprendre qu'en insistant je cède. Donc la prochaine fois il va encore insister. Donc si je dis non, c'est non. Et c'est non aujourd'hui, c'est non la prochaine fois, c'est non tout le temps. Voilà, donc ça c'est être prévisible. Et être prévisible, ce qui est bien, c'est que ça fait passer l'autre de victime qui ne fait que de se plaindre de nous à acteur du problème. Et l'autre va se dire, mais c'est pas l'autre qui est désagréable, qui fait pas le ménage, qui m'écoute pas, qui truc, mais c'est que en lui faisant tous ces reproches, il part. Et je me retrouve tout seul avec ma colère et avec mes émotions négatives, à me sentir abandonné, alors que dans d'autres contextes, où j'ai réussi à montrer du respect, à utiliser de l'affirmation de soi, etc., l'autre est resté, a été très sympathique. Donc, en constatant ça, je peux reprendre les leviers du changement et me dire, bah tiens, avec une stratégie, c'est désagréable, avec une stratégie, c'est agréable. Je vais sélectionner ma stratégie et je vais faire des efforts pour être plus respectueux parce que ça fonctionne. Et du coup, ça met l'autre dans la position d'acteur du changement et c'est ça qui est beau avec le conditionnement opérant. Ensuite, le conditionnement classique, Pavlov. Pavlov, il est connu parce qu'il avait un chien qu'il faisait baver dans un appareillage qui permettait de calculer la quantité de salive. Donc au début, Pavlov, il faisait sonner une cloche et le chien ne bavait pas. Mais quand il amenait la nourriture, le chien bavait, parce qu'il avait faim. Donc Pavlov, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il amenait la nourriture, il faisait sonner la cloche en même temps. De telle façon que le chien a associé la cloche et la venue de la nourriture. Et finalement, rien qu'en faisant sonner la cloche, le chien bavait, alors même que la nourriture n'était pas là. Et ceci est un apprentissage pavlovien, un conditionnement pavlovien. Alors, comment on peut utiliser ça dans les relations? En faisant en sorte que l'autre associe des éléments de façon stratégique. Peter M. Gollwitzer, il parle d'implémentation d'intention. C'est des petites phrases en if-then, si, alors, qu'on peut utiliser dans sa vie de tous les jours ou qui peuvent être utilisées par exemple avec les personnes âgées qui ont beaucoup de troubles de mémoire, etc.
Et on pourrait par exemple leur apprendre, si je sors de l'appartement, alors je mets la clé dans ma poche, par exemple, pour y penser. De telle manière à ce qu'à chaque fois, je m'ancre tellement ça dans la tête, si je sors de l'appartement, alors je mets la clé dans ma poche, je le visualise, je m'ancre vraiment ça, de telle manière à ce qu'à chaque fois que je passe le pas de la porte, je mets la clé dans ma poche. Et ce serait essayer de mettre en place des implémentations d'intention chez l'autre. Quand je monte le ton, il part. Si je monte le ton, alors il part et je suis mal. Si je lui parle respectueusement, alors il fait la vaisselle. Voilà, ça peut être des implémentations d'intention comme ça. Donc pour ça, de nouveau, comme pour l'autre, c'est être prévisible aussi. Et puis, de toute façon, l'apprentissage, c'est qu'une question de répétition. Les choses qu'on répète le plus, ce sont les choses qu'on va faire le plus naturellement. Et ça va être les choses dans lesquelles on va être le plus doué. Donc répéter, répéter, répéter. Répéter le conditionnement opérant, répéter le conditionnement classique pavlovien. Et enfin, le dernier auteur, Bandura, il nous parle d'imitation, mais encore mieux, d'apprentissage vicariant. Et ça, c'est magnifique. L'apprentissage vicariant, c'est que si je vois un mec, comme tout à l'heure, qui met la main sur la plaque chaude et qui se brûle, et qui a mal, je pourrais faire de l'imitation et puis aller derrière lui et puis toucher moi aussi la plaque et me faire mal, pour apprendre que la plaque, il ne faut pas la toucher. Mais le simple fait d'observer la personne toucher la plaque et avoir mal, me suffit à tirer la conclusion qu'il ne faut pas toucher la plaque. Donc c'est l'apprentissage par l'observation. Et ça c'est magnifique parce qu'on peut susciter l'apprentissage vicariant chez l'autre. Et comment ça? En montrant l'exemple. Comme me disait Miguel Norambuena, un de mes mentors pendant une période de ma vie où je travaillais dans un foyer où il intervenait, être autorité pour ne pas être autoritaire. C'est gagner de la crédibilité, travailler sur soi. Ça rejoint ce stratagème de Giorgio Nardone dans Chevaucher son tigre où il dit gagner sans combattre. Plus je travaille sur moi, plus j'ai la classe, plus je suis fort, plus je suis doué, plus je suis crédible, plus les choses vont aller comme je veux parce que les gens ne vont pas aller contre moi. Et montrer l'exemple, ça passe aussi par le fait d'être bienveillant. Voilà. Donc, comme le disait Thomas Mayer-Sherry qui citait le militaire, là, pour s'opposer à la violence, il n'y a qu'une personne bienveillante, capable aussi d'exercer la violence, qui peut s'opposer. Donc voilà, il faut être bienveillant. Ça, c'est important. Quand on est dans l'apprentissage vicariant avec les autres, on leur montre l'exemple de la bienveillance et on suit sa ligne de conduite. Donc, être autorité pour ne pas être autoritaire, ça me faisait penser à ces débats sur le soulevé de terre, là, le mouvement de musculation, le deadlift, où il faut prendre une barre et la soulever. Et au niveau de la crédibilité, je préfère écouter Eddie Hall ou bien Frédéric Delavier qui nous dit que c'est pas mal de mettre une ceinture pour pouvoir gonfler le ventre et bien gainer le dos pour avoir le dos droit. Parce que les deux, on sait qu'au développé couché, ils ont pratiqué, ils ont un physique, ils ont une crédibilité, une carrière. Je les écoute, quoi. Quand je fais mon soulevé de terre, j'ai le dos droit. Plutôt que d'écouter un zététicien qui fait quelques recherches sur Internet, sur Google Scholar, et qui me sort 2-3 articles où on peut soulever des trucs avec le dos rond, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça n'a pas de crédibilité. Je préfère, dans le doute, écouter Frédéric Delavier, c'est le pari de Pascal. Entre croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, c'est mieux de croire en Dieu parce qu'on a beaucoup à gagner mais peu à perdre que de ne pas y croire. Donc là, je préfère écouter Delavier. Je garde le dos droit, j'ai beaucoup à gagner si j'évite une hernie discale. Dans le pire des cas, j'ai eu le dos droit. Voilà, fini. Le débat est clos. Donc même dans les situations difficiles aux prises avec les pires ordures, il faut continuer à montrer l'exemple de ce que l'on attend de l'autre, garder sa dignité pour le mieux, avec bienveillance. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Son Goku, qui pour moi représente ça à la perfection, mais on pourrait aussi prendre l'exemple de Batman, ou voilà. Son Goku qui
malgré tout ce que Freezer lui a fait, n'est pas rentré dans la haine, et continué sur sa ligne de conduite, et puis l'a épargné sur Namek, même s'il était à sa merci. Voilà, ce genre de choses. Donc, ne pas devenir machiavélique. Agir d'après ses valeurs, ne pas se pervertir, montrer l'exemple de ce qu'on attend de l'autre. Et au fond, ça rejoint le concept de mal alpha de Franz de Waal, qui ne s'est pas basé sur les loups, mais sur les chimpanzés pour proposer ce terme de mal alpha. Et il a remarqué que le chimpanzé qui gagnait le plus le respect des autres n'était pas celui qui s'imposait par la violence et la coercition, mais qui s'imposait en montrant sa vigueur à travers son hygiène de vie, son sens de l'empathie, des responsabilités, de la justice, de la coopération, de la négociation, de la résolution des conflits, du partage, la capacité à créer des alliances et à maintenir la cohésion du groupe. Donc, en résumé, un mâle puissant, bienveillant, éthique, assertif et focalisé sur l'harmonisation des relations. En gros, le mec, le mâle alpha, il montre l'exemple, il travaille sur lui pour avoir la classe et il montre l'exemple et il montre la voie. Donc ça, c'est l'apprentissage vicariant, dirigé par l'exemple. Alors, en conclusion de tout ça, par rapport à ces 6 vidéos, le take-home message, l'affirmation de soi est nécessaire mais pas suffisante. Il est parfois utile d'analyser ses relations en termes de stratégie relationnelle avec des tentatives de contrôle, d'évitement et de confirmation de croyances. Il est essentiel de garder une attitude bienveillante et montrer l'exemple. Tout cela ne garantit pas que la relation s'améliore ou aille dans la direction que l'on attend, mais ça optimise les chances que ça s'améliore. Enfin, parfois, ça peut arriver que ça ne change pas malgré tous nos efforts, ou que le changement soit transitoire et que ça revienne au point de départ. Et dans ce genre de cas, malheureusement, on a le droit de se résigner à faire un changement extrinsèque, à quitter la situation, à partir, à laisser tomber, ou alors simplement d'accepter que les choses sont comme ça et de prendre sur soi, si on y voit un intérêt stratégique. Dans tous les cas, tout ce cheminement à travers l'apprentissage et la pratique des stratégies relationnelles, l'apprentissage vicariant, montrer l'exemple, prendre sur soi, avoir la classe, dans le pire des cas, ça fera qu'on aura la classe, même si on n'arrive pas à ses fins. Et ça, c'est déjà beau. Alors voilà, je vous laisse sur cette conclusion. Et je vous dis, prenez soin de vous. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt peut-être pour des hors-séries sur les stratégies relationnelles ou d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et allez, je vous laisse. À plus. Salut.